Bonjour, c'est toujours pour moi un plaisir de vous retrouver. Dans la présente vidéo, nous allons voir ensemble le deuxième module intitulé La gestion des apprentissages. Alors, je vous rappelle qu'il y a 3 modules à préparer. Le premier, c'est la planification des apprentissages et j'y ai consacré 2 vidéos que vous trouverez sur la chaîne. Alors, le deuxième module, c'est la gestion des apprentissages. Bon, puisque ça demande beaucoup de temps, j'ai subdivisé ce travail en 3 parties. Donc, je serai obligé, pour des raisons d'ordre pédagogique et technique, de répartir le travail en 3 parties. Et ce qui fait, ça sera 3 vidéos. Ensuite, il y aura un troisième module, c'est l'évaluation des apprentissages. Alors, je rappelle que pour enseigner, il faut d'abord maîtriser la matière qu'on va enseigner. C'est ce qu'on appelle les compétences disciplinaires, c'est-à-dire relatives à la discipline que je vais enseigner. Ensuite, il y a des compétences professionnelles et qui comprend la gestion, la planification, la gestion et l'évaluation. Et c'est ce qu'on appelle par abréviation la PGE. PGE, c'est-à-dire planification, gestion et évaluation. Avant d'entamer ce module, je vous laisse observer cette image et essayer d'approfondir votre réflexion sur sa signification. Alors, que représente pour vous cette image? Et après, vous allez dire, qu'est-ce que cela peut vous apporter comme idée en ce qui concerne les compétences professionnelles? Je vous rappelle que pour étudier une image, il y a 3 grandes phases. D'abord, ce que je vois, ce que je comprends et ce que j'en déduis. Quels sont les objectifs de ce module? Alors, ce module est conçu dans le cadre de la formation continue des professeurs contractuels. Il vise à développer chez ce public la compétence professionnelle, gestion des activités d'apprentissage et gestion des activités et des interactions au niveau horizontal et au niveau vertical, c'est-à-dire dans la pratique de la classe. Il constitue également un appui considérable à la préparation au concours d'accès au CRMF. Donc, cette formation est destinée à ceux qui exercent déjà et aussi à ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'exercer et qui se préparent au concours d'accès au CRMF. Alors, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le contenu de ce module est très vaste, mais je vais essayer de me limiter à ce qui est essentiel. Alors là, je vous présente le plan du module. Dans la première partie, vidéo 1, vous allez voir les principes de base de la gestion des apprentissages et les approches à adopter, définition et forme de la gestion, les approches pédagogiques, les principes directeurs pour l'acquisition de cette compétence professionnelle, à savoir la gestion, les fonctions de la gestion
et on verra qu'il y a deux principales fonctions, une fonction pédagogique et une fonction didactique. Gestion de la matière enseignée. Vous allez enseigner bien sûr le français, et cela est valable aussi pour les autres matières, les maths, l'arabe, physique, chimie, n'importe quelle matière. Gestion de situation d'apprentissage. Gestion de la classe. Et ensuite, on finira cette première partie du deuxième module, on la finira par la présentation d'une situation de formation. Je vais vous laisser réfléchir sur une situation de formation et vous préparerez une analyse qu'on va voir ensemble dans la prochaine vidéo. Et c'est ce qu'on appellera l'analyse de la situation de formation présentée. Pour la deuxième partie, vidéo 2, on va voir la situation problème, définition, le rôle de la situation problème, critères de réussite d'une situation problème, apport théorique sur la gestion pédagogique et la gestion didactique, comment enseigner par l'approche par compétence, l'APC, c'est-à-dire approche par compétence, gestion des situations d'apprentissage suivant l'approche par compétence, c'est la gestion didactique, gestion de la classe ou on pourra dire gestion pédagogique, et enfin, que doit-on gérer en classe et comment? Là, ça fera l'objet de la deuxième vidéo que je préparerai pour vous et que je suis en train de préparer et sera postée probablement au cours de la semaine. La troisième partie sera le contenu de la troisième vidéo où je traiterai des styles d'enseignement, par exemple le style transmissif, le style interrogatif, le style incitatif, etc. Et on les verra de manière détaillée. La pratique réflexive, les différentes dimensions de la pratique de la classe et analyse de pratique de classe. On choisira un exemple ou deux pour vous entraîner à analyser des situations d'apprentissage, et il se peut qu'on vous donne ça à l'examen. La formation qui vous est proposée dans ces trois modules, planification, gestion et évaluation, est conçue selon deux dimensions qui sont à la fois interdépendantes et complémentaires. Ces deux dimensions sont la dimension pédagogique et la dimension didactique. On ne peut pas parler d'une dimension sans l'autre. Et nous insisterons aussi sur le paradigme de Vygotsky, pratique, théorie, pratique. C'est-à-dire pour mieux optimiser la formation, on parle généralement de la classe, on parle de la pratique, on parle de vos pratiques de classe, et ensuite on va voir le côté théorique, qu'est-ce qui a été dit par les spécialistes à propos de tel ou tel fait, et ensuite on retourne à la classe pour essayer de revoir la pratique de classe. J'espère que c'est clair. Alors, par exemple, en exerçant dans votre classe, vous rencontrez certainement certaines difficultés, certains problèmes. Ça relève de la pratique. Vous allez essayer de voir le pourquoi des choses et vous allez revenir à la théorie pour voir qu'est-ce que les théoriciens ont dit à propos de ce fait, ou bien de ces faits. Et après, on retourne à la classe pour expérimenter ce qu'on a vu dans le côté théorique. Et c'est comme ça qu'on peut améliorer sa pratique de classe.
D'où nécessité de prendre en considération des pratiques de classe, des professeurs en formation, vous-même, pour en puiser des réflexions et des analyses à travers vos expériences personnelles et à partir des échanges que vous pourrez avoir éventuellement à distance au cours de votre formation. Essayez de laisser vos commentaires, essayez de poser des questions, comme ça tout le monde pourra en profiter. La formation sera basée sur les activités professionnalisantes, c'est-à-dire des situations problèmes, et sur des apports théoriques en vue d'approfondir la pratique réflexive de la classe. Et nous verrons dans la prochaine vidéo l'importance des situations problèmes. Quels sont les principes directeurs pour l'acquisition de cette compétence professionnelle? La gestion. Alors, la gestion doit être basée sur des approches et des pédagogies centrées sur l'apprenant. Elle doit prendre en compte les variantes et les situations imprévues en classe, à savoir les interactions pédagogiques et didactiques, les interactions relationnelles, apprenant-apprenant, enseignant-apprenant, l'environnement socio-économique et socio-culturel, les besoins réels des apprenants, les facteurs temps et espace, et enfin, le recours adéquat aux TIS dans la gestion des apprentissages. Les TIS, je crois que vous connaissez ce terme, c'est-à-dire technologie de l'information et de la communication dans l'enseignement. Donc, pour acquérir cette compétence professionnelle, on doit prendre en considération ces principes qui sont des principes de base, des principes directeurs. Alors, il y a lieu de se poser une question sur la définition de la gestion. Qu'est-ce que c'est que la gestion? La gestion, c'est une tâche complexe. C'est-à-dire, c'est une tâche qui nécessite beaucoup d'autres sous-tâches. Alors, c'est un ensemble d'actions que l'enseignant conçoit, organise et met en œuvre avec ses apprenants. Vous voyez, c'est un ensemble d'actions. C'est un ensemble de tâches et d'actions que l'enseignant conçoit et organise et met en œuvre avec ses apprenants. Et pour ses apprenants. Donc, il les met avec ses apprenants et pour ses apprenants. En vue de favoriser leur implication dans l'opération enseignement-apprentissage. Ça, c'est très important. Il faut favoriser leur implication. Donc, fini le temps où c'est l'enseignant qui sait tout, c'est l'enseignant qui fait le cours, et l'apprenant n'était là que pour recevoir, que pour écrire, que pour encombrer sa mémoire. Donc, ce n'est plus le cas. Maintenant, il faut impliquer l'apprenant dans la construction de son apprentissage. Donc, il faut le soutenir, il faut l'orienter et il faut l'aider à développer ses apprentissages. L'apprenant est au cœur de l'opération enseignement-apprentissage. N'oubliez jamais ça. La gestion comporte deux fonctions qui sont complémentaires et interdépendantes. Une fonction didactique et une fonction pédagogique. Alors, pour la fonction didactique, elle concerne la gestion des apprentissages
dans la matière enseignée, la gestion des apprentissages. Ça veut dire comment j'enseigne telle ou telle matière et comment l'apprenant apprend. Donc il ne faut plus penser seulement à comment je vais enseigner, mais il faut aussi penser à la manière d'apprendre chez les apprenants. Parce qu'ils n'ont pas le même style d'apprentissage, ils n'ont pas les mêmes rythmes d'apprentissage, ainsi de suite. La fonction pédagogique, elle concerne tout ce qui a un rapport avec la gestion de la classe. Et on verra ça de manière détaillée dans la prochaine vidéo. La gestion de la matière enseignée. Il y a plusieurs paramètres qui sont à prendre en compte. 1. La planification des apprentissages. Il faut que je planifie comme il le faut. Il faut une bonne planification de ce que je vais enseigner à mes apprenants. Et là, on l'a déjà vu, la planification à long terme, planification à moyen terme et planification à court terme. Un autre paramètre concerne les approches et les pédagogies adoptées. Donc, on n'utilise pas une seule pédagogie, hein, et il faut varier les pédagogies et il faut varier les approches. Le choix des activités d'apprentissage. Donc cela dépend bien sûr de l'enseignant et cela dépend de la classe que vous allez enseigner. Chaque enseignant doit adapter bien sûr le contenu du programme au public qu'il a. Ensuite, la méthodologie adoptée dans la présentation de la matière. Donc quand je présente ma matière, il faut adopter une méthodologie qui se caractérise par la clarté, par le principe de progression, la variation des supports et des exemples, et enfin, la qualité du questionnement et des reformulations. N'oubliez pas que un bon enseignant, comme on le dit, c'est celui qui sait poser les bonnes questions. Donc il faut que vos questions soient ciblées, il faut qu'elles soient pertinentes et qu'elles adoptent un principe de progressivité. Il ne faut pas mâcher la besogne à vos apprenants, mais il faut savoir leur poser les questions de manière intelligente pour les amener à construire eux-mêmes leur propre apprentissage. Et il faut bien sûr avoir une qualité de reformulation. Il faut savoir reformuler une question qui n'est pas claire, reformuler une réponse, et pour habituer aussi les apprenants à ça. D'autres paramètres sont aussi à prendre en compte. Les modalités de travail. Sachez que quand on fait une leçon, il faut toujours envisager à l'avance la modalité de travail pour telle ou telle activité. Il y a certaines activités qui nécessitent une modalité de travail individuelle. Une autre activité peut nécessiter un travail collectif ou un travail en binôme ou un travail en sous-groupe, travail par atelier. Un autre paramètre concerne les rythmes d'apprentissage. Les apprenants n'apprennent pas au même rythme, donc il faut prendre cela en considération et il faut être démocratique dans sa classe. Il faut faire profiter tout le monde, chacun à son rythme. Il faut mettre vos apprenants dans des situations de réussite et non pas dans des situations d'échec. Ensuite, la motivation des apprenants. Il faut essayer de travailler sur leur motivation. Il faut les motiver sur leur motivation intrinsèque par le biais de situations problèmes. Parce que quand vous mettez les apprenants dans une situation problème, ça les motive et ça
suscitent leur curiosité scientifique et ils veulent essayer de relever le défi, ils veulent répondre, ils veulent trouver la réponse, ça c'est très important. Donc il faut prendre les situations problèmes en considération. C'est pour mieux motiver les apprenants. Ensuite, les types d'animation. Il ne faut pas travailler dans une sorte de monotonie. Il faut varier vos techniques d'animation. Et là, vous aurez intérêt à chercher les différents types d'animation dans une classe. Si vous travaillez toujours de la même façon, ça sera monotone, ça sera ennuyeux, et vos apprenants seront bien sûr ennuyés. Ils auront juste envie d'être là et d'attendre la fin de la séance. Vérification de l'acquisition des apprentissages, bien sûr, par le biais d'exercices d'application qu'on fait en classe et des évaluations qu'on fait de temps à autre pour vérifier le degré d'acquisition des apprentissages. Après avoir vu la gestion de la matière enseignée, on verra maintenant la gestion de la classe, c'est-à-dire gestion pédagogique. Tout à l'heure, on a parlé de la gestion plutôt didactique. Dans la gestion de la classe, il y a différentes variantes. Prendre en considération le type de communication pédagogique, selon la modalité de travail en question. Ensuite, fournir les conditions favorables à la gestion des apprentissages. Un règlement à respecter, c'est le règlement de la classe. Et il faut prendre en considération la gestion du temps, de l'espace classe, gestion du matériel pédagogique et d'autres paramètres aussi. Alors, le type de communication pédagogique, bien sûr, il faut être toujours un exemple pour les apprenants. Quand vous enseignez le français, il ne faut pas leur expliquer le français en arabe, ce que font malheureusement beaucoup d'enseignants. Ils expliquent à leurs apprenants en arabe sous prétexte que comme ça ils vont mieux comprendre. Mais non, comme ça ils n'apprendront jamais. Avant de finir cette séance, je vous propose une situation de formation. C'est comme une étude de cas. Alors écoutez bien, au cours d'une séance de langue qui dure 45 minutes, ça peut être 1 heure, c'est selon le niveau. Et c'est valable aussi pour le primaire, pour le collège et même pour le lycée. Le professeur a procédé comme suit. Il a écrit la date, le titre de la leçon et le titre de la séance. Par exemple, grammaire, séance 1, ou bien grammaire, séance 2, etc. Ensuite, il a écrit un corpus au tableau et il l'a présenté aux apprenants. Un corpus, ce sont les phrases support, ou bien ça peut être un petit texte support. Et il l'a présenté aux apprenants, c'est-à-dire il l'a lu aux apprenants. Il a expliqué le fait linguistique à enseigner, il a présenté la règle au tableau et l'a fait écrire sur les cahiers. Et enfin, il a demandé aux apprenants de faire des exercices sur le manuel. Alors c'est comme si vous avez assisté à une leçon de langue et vous voyez le prof qui a procédé de cette sorte-là. Alors la question qui va être posée, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette gestion de la classe et la gestion de la matière enseignée? Alors, pour mieux vous impliquer dans
votre formation. Je vous laisse le temps de bien réfléchir à cette situation et d'y apporter quelques éléments de réponse. Pourquoi pas essayer de faire une réponse écrite, et comme ça, la prochaine séance, vous allez essayer de vérifier ce que vous avez trouvé comme réponse à la lumière de ce que je vais vous dire dans la réponse. Donc, réfléchissez bien à cette situation de formation, et comme ça sera une très bonne manière pour vous de mieux maîtriser ce module de la gestion. Ça veut dire que vous allez essayer de mener une réflexion sur cette pratique de la classe, de ce professeur qui a fait cette séance de langue. Et bon, voilà, notre séance prend fin. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah. Je vous conseille de revoir le module précédent de la planification. Comme ça, vous comprendrez mieux ce module-là et le module qui va venir, à savoir l'évaluation. Là, je vous laisse le lien de ma chaîne et je vous conseille vivement de vous abonner. C'est dans votre intérêt. Et comme ça, vous pourrez recevoir automatiquement les nouveautés à venir. Je vous souhaite enfin un bon courage. Et merci de votre attention encore une fois. Et à très bientôt. Au revoir.